Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre soirée politique pour la troisième et dernière partie de la soirée. Nous allons accueillir Monsieur Rutland. Monsieur Rutland, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, vous êtes prêté au jeu de l'interview politique de l'NSF News. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous, bonjour chers journalistes, bonjour chers citoyens américains résidents au Tennessee. Alors, je me présente, je suis Monsieur Rutland, Joshua Nathan Rutland. Je suis un ancien professeur d'histoire, j'ai démissionné il y a quelques semaines. Ancien professeur d'histoire dans un lycée à Nashville, lycée privé catholique. Et aujourd'hui, je décide de me présenter aux élections gouvernementales de 2022-2023. Commencer D'accord. par la thématique la santé au sein du Tennessee. Donc, une question phare, comment faire face à l'afflux hospitalier? Alors, notre politique possède beaucoup de réponses à cette question, justement. La première, c'est que notre politique s'engage déjà à aider les plus démunis n'ayant pas les moyens de payer les traitements médicaux. Donc cela va se faire par un processus administratif que le démuni, je vais appeler cela le démuni, va faire au sein de l'État afin de percevoir des aides financières sur ces traitements médicaux. Voilà la première solution pour ceux qui n'ont pas les moyens de se les payer et donc pour éviter qu'ils restent malades chez eux et à contempler un hôpital parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Le deuxième, ça va être très simple, subventionner les hôpitaux, respectant un quota de certains employés dans le domaine médical. On ne parle pas de femmes de ménage, on ne parle pas de concierges, on parle ici de médecins, de chirurgiens, d'urgentistes. Donc, justement, si ce quota est respecté, l'État, donc l'État du Tennessee viendra pensionner les hôpitaux, les chefs d'hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, pour influencer justement au recrutement de médecins afin de garantir une meilleure santé au sein de notre État. D'accord. Désormais, nous allons passer à la sécurité intérieure de notre État. Comment comptez-vous sécuriser les rues? Donc, rues, donc, criminalité, ou aussi bien les rues, la route, la sécurité routière. Alors, déjà, premièrement, vous avez pu entendre qu'il y a eu une polémique sur ce code de la route. Apparemment, il est jugé comme non convenable dans notre État et sachez que je rejoins absolument cette idée. Le code de la route actuel, déjà premièrement, ne protège pas assez les automobilistes et les usagers de la route. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà j'ai été surpris quand je l'ai lu, mais en effet, il n'y a pas le port obligatoire de la ceinture et le port du casque obligatoire pour les motards, les personnes conduisant des engins à deux roues. C'est déjà ma première et toute première décision que je mettrai en place lors de mon arrivée au pouvoir concernant la sécurité routière, dans le but tout simplement de sécuriser les automobilistes. La deuxième, ça va être de sensibiliser au bon comportement sur la route. Je m'explique, nous allons augmenter les sanctions face à l'imprudence routière, pardon, dans un but, tout simplement, encore une fois, d'influencer au bon comportement et donc à sensibiliser les personnes autour. Bien évidemment, c'est dans le programme également éducatif. Nous allons proposer des journées à thème, des journées qui vont sensibiliser les plus jeunes sur la prudence routière et la sécurité routière, qui leur feront adapter un bon comportement lorsqu'ils auront un volant entre les mains. Très bien, très intéressant, effectivement. Donc, en parlant d'éducation, nous allons enchaîner sur cette thématique. Et donc, un des fléaux à l'heure actuelle est que les jeunes se déscolarisent pour rentrer dans le trafic de drogue, par exemple. Que comptez-vous faire face à ça? Alors, comme vous l'avez pu le voir dans mes petits tracts ou bien même dans mon programme en général, l'éducation, c'est la clé, c'est ma connaissance. J'ai été professeur d'histoire et j'ai pu voir les élèves de mes propres yeux. La première chose que je souhaite instaurer, pardon, c'est tout simplement un programme dédié au sentiment d'appartenance à la nation pour les élèves. Pourquoi? Je constate que, en effet, que ce soit dans les écoles publiques ou privées,
Il n'y a pas justement cette matière morale et civique qui va créer un sentiment d'appartenance à la nation chez l'élève, chez l'enfant, et donc qui va rapidement se détourner et donc devenir hors la loi, ne plus suivre le légal. C'est justement la première solution. La deuxième, vous savez très bien, et des études le montrent, je ne les ai pas sous les yeux, que la plupart des personnes rentrant aujourd'hui dans l'illégalité, c'est parce qu'ils n'ont pas eu un bon suivi scolaire ou tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, j'ai rencontré des élèves qui n'avaient même pas de quoi écrire car ils n'en avaient pas l'argent. Ils faisaient partie des familles démunies. D'accord. Et justement, notre politique propose des aides financières à ces élèves les plus démunis, toujours dans un système administratif. Alors bien sûr, cela se fait sous demande et il y aura des vérifications derrière. On ne va pas donner de l'argent à n'importe qui. Et justement, cela va engager à ce que les élèves viennent engager une réussite dans le domaine scolaire et également à créer un sentiment d'appartenance à la nation et rester dans le légal et ne pas suivre le mauvais chemin. Effectivement, un enjeu très très fort enjeu pour notre État. Un enjeu qui n'est pas de moindre, qui n'est pas à négliger, et l'économie est face aujourd'hui à une inflation qui ne cesse de grimper. Pour rappel, sur le mois de septembre et d'octobre, on était en moyenne à 8% d'inflation à l'échelle des États-Unis. Que comptez-vous faire face à ça, Monsieur Reclin? Alors, l'économie, ça va être très simple. Je tourne tout autour du protectionnisme. Qu'est-ce que le protectionnisme? Le protectionnisme, ça va être très simple. Nous allons prendre, imaginons, un supermarché vendant des briques de lait. Une brique de lait importée de Chine, d'accord, et l'autre d'un Américain, d'un citoyen américain, d'un fermier qui importe ces briques de lait, qui les vend dans une supérette. Supérette ou supermarché, comme vous le souhaitez, d'accord. Imaginons les deux briques de lait sont à 1 $. Voici le protectionnisme que nous allons mettre en place. La brique de lait venant de Chine coûtera désormais 5 $ avec les taxes que nous aurons imposées. Quant à la brique de lait venant du citoyen américain, celle-ci restera à 1 $. Qu'est-ce que cela va faire? Déjà, premièrement, l'État va s'enrichir avec les taxes qui vont s'appliquer sur les produits étrangers. Donc forcément, sur les 1 $, la Chine va en gagner 1. Sur les 5 $, pardon, la Chine va en gagner 1. Nous en gagnerons 4. Deuxièmement, ce qui va également aider les producteurs américains, ça va être très très simple, c'est que du coup les personnes vont décider d'acheter le moins cher parce que Madame Hill décide de mettre un label sur les briques de lait. Mais moi, ce n'est pas le label qui va m'intéresser, ça va être plutôt le prix justement de cette brique de lait. Moi, je vois une brique de lait qui est moins chère, qui est à 1 $, contrairement à 5 $, celle qui est importée en Chine. Je vais donc acheter la brique de lait de l'américain, de celui qui est dans mon état, celui qui l'a produit dans mon état. Donc déjà, cela va enrichir premièrement l'État, et deuxièmement, ça va enrichir les producteurs américains, et donc éviter justement la baisse de profit ou bien une croissance très faible de leur entreprise. D'accord, très bien. Merci pour ce volet économique. Nous allons désormais passer au volet justice. Et vous parlez dans votre programme qu'il faut de la clémence. Donc vous pensez qu'il faut également de la clémence face aux criminels? Alors, attention, quand je parle de clémence, ce n'est pas face aux criminels, mais c'est bel et bien aux citoyens américains. Quand je dis clémence, qu'est-ce que j'entends par clémence? Ça va être tout simplement d'assister, encore une fois, les personnes les plus démunies, n'ayant pas les moyens de se représenter juridiquement. C'est ça la clémence. C'est aider, c'est comprendre la situation de l'individu. Je ne parle pas des accusés, je parle des victimes, des plaignants, des personnes qui ont subi des agressions. Vous savez que 40% des personnes étant victimes d'agressions n'ayant pas déposé plainte, la raison est qu'ils n'ont pas tout simplement les moyens de payer un avocat, ils n'ont pas les moyens de faire toutes ces démarches administratives et donc décident de ne pas déposer plainte. Et justement, notre clémence, c'est quoi? Ça va être de les aider financièrement, de les aider administrativement, pardon, et donc les encourager à déposer plainte et à faire fonctionner le système judiciaire américain. D'accord, très bien. Et donc, je vous pose une dernière question que je n'ai pas retrouvée
dans votre programme, hein, c'est la dernière partie, ça a été commun à tous les autres candidats qui sont passés à votre place précédemment, qui est la question du changement climatique. Pensez-vous qu'il y a un changement climatique au sein de notre planète? Le réchauffement climatique, c'est une notion clé dans la politique d'aujourd'hui. En effet, je ne l'ai pas cité dans mon programme, mais je ne l'ai pas cité parce que selon moi, c'est quelque chose de très important et donc logique que je mettrai des mesures en place face au réchauffement climatique. Voici mes mesures. La première, ça va être l'instauration de taxes. Que vont faire les taxes? Nous allons du coup prélever financièrement les entreprises ne respectant pas l'environnement. Donc premièrement, enrichir l'État. Deuxièmement, nous allons influencer le comportement des agents économiques à respecter le, le bon comportement et à respecter justement ici l'environnement. Deuxièmement, la réglementation et les subventions. La réglementation, qu'est-ce que ça va faire? Nous allons contraindre les agents économiques à respecter des normes face au réchauffement climatique qui vont donc les empêcher de polluer encore plus qu'ils ne polluaient avant. La deuxième, donc la subvention. Nous allons par exemple donner de l'argent aux personnes achetant des véhicules électriques. Nous allons proposer une subvention qui peut s'élever à 2 000 allant à 7 000 dollars pour les personnes étant en difficulté financière. Et ces subventions vont inciter encore une fois les agents économiques et même les ménages, les citoyens américains de lutter contre le réchauffement climatique. Ce sont des mesures qui seront mises en place. Ce sont, selon moi, des mesures qui sont nécessaires et logiques à mettre en place. Donc, forcément, je ne les ai pas citées dans mon programme. D'accord, très bien, monsieur Rutland. Mais écoutez, nous arrivons à terme de cette interview. Je vous laisse conclure sur votre programme. À vous. Alors, écoutez, beaucoup de citoyens ne me connaissent pas. Je ne me suis pas présenté. Je ne suis pas un homme politique auparavant. Euh, on peut voir avec toutes les candidatures qu'on a eues des essais, mais finalement que des échecs. Justement, ici, mon but a été d'apporter de la fraîcheur à cet État avec ma candidature et deuxièmement des solutions nouvelles qu'on ne retrouve pas dans d'autres programmes. Ici, on peut voir que tout est structuré, mes solutions apportent à des résultats et mes solutions surtout sont basées de raisonnement et de procédés administratifs pour leur réussite. D'accord? Je ne propose pas uniquement des petits programmes comme ça, oui, on va faire ça, mais derrière, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas du tout comment ça va être mis en place. Moi, je suis là pour ça, je vous explique que j'ai des choses à faire, j'ai des choses à entreprendre, tout est déjà prêt. Je vous dis, tout est déjà prêt avec mon équipe, j'ai juste à être élu et tout se met en place dans les 6 mois durant mon mandat. Ça va être très très simple et très rapide. Je suis là pour ça, je suis là pour apporter une nouvelle fraîcheur. Et pourquoi je ne me suis pas associé aux Républicains ou au Parti du Peuple? Tout simplement parce que leurs idéologies sont pas forcément si mauvaises. Je parle surtout des Républicains, leurs idéologies ne sont pas mauvaises. Cependant, on a pu voir avec les derniers gouverneurs républicains que rien ne changeait finalement. On a pu voir avec un sondage de The Nashville Post que plus de 52% de la population du Tennessee n'était pas satisfait du mandat de monsieur Stewart. Donc forcément, à côté, comment vous voulez qu'on s'identifie à ce genre de parti politique? Je suis là pour apporter une nouvelle fraîcheur et je suis là également pour vous aider et pour vous apporter des solutions. Très bien. Merci, monsieur Rutland. Merci d'être intervenu dans l'émission politique de la NSF News. C'était un plaisir de vous avoir dans votre émission. Merci à vous et à très vite. Merci beaucoup, monsieur Blais. Mesdames et messieurs, Tennésiens et Tennésiennes, merci de nous avoir suivis au cours de cette soirée exceptionnelle de la NSF News pour les élections du 59e gouverneur du Tennessee. Nous avons pu rencontrer 3 des 4 candidats. Alors, monsieur Brown n'était malheureusement pas disponible. Voilà, merci de votre écoute et à très vite sur la NSF News.